Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans la Guilde, toujours dans la mini-série sur le conseil et la formation QA avec Guillaume Cousin. Et dans le 4e épisode, là, on va parler justement de conseil QA. Ta seconde casquette, Guillaume, puisque tu ne fais pas que la formation, même si vous le connaissez énormément pour ça. Comme tu l'as dit dans le précédent épisode, tu te nourris aussi de ce que tu vois sur des missions plus ou moins ponctuelles que tu peux faire, qui te permettent certainement aussi d'adapter aussi sur la tendance du marché, sur des pratiques, sur peut-être des contextes de tes apprenants. Ça doit vraiment te servir. À quoi ça te sert vraiment cette partie conseil que tu as développée? Garder le côté test manager, on appelle ça test leader, test manager, expert QA, dev QA, enfin c'est garder le côté terrain, on va dire le conseil QA, le côté terrain, c'est vraiment ça prend déjà d'être à la page, de se rendre compte qu'il y a des pratiques qui évoluent, qu'il y a des on a tous vu apparaître l'IA dans des conférences JFTL ou dans toutes les conférences de test, ou dans les métiers du test, on a vu apparaître l'IA. Alors, pas forcément un avis hyper tranché ou hyper raccord avec tout le monde sur l'IA, parce que je prends l'IA avec des pincettes et je pense que qu'il faut vraiment être capable de challenger la réponse, sinon faut pas poser la question. C'est tu me diras ce que t'en penses toi sur l'IA. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut maîtriser son contexte pour pouvoir le faire. Par contre, je pense que bientôt, on n'écrira plus les cas de test. Enfin, c'est plus notre valeur ajoutée de l'écrire d'une page blanche à 0. Oui. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'on va pas en écrire certains, on va pas les modifier à la main, on va pas le gérer, mais je pense cette phase de rédaction va s'accélère de fait. Oui. Mais par contre, il faut pas être le benet oui et lui faire confiance il faudra et tourner des tests qui n'apportent ni valeur ou qui disent carrément une bêtise énorme. Ça, je suis C'est ça. d'accord là. Et en fait, ça, moi, c'est un truc que j'ai déjà dit en entreprise, en leur faisant de l'accompagnement, en leur disant, OK, l'IA parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais l'IA va prendre notre poste. OK, deviens meilleur que l'IA. Deviens meilleur que l'IA en disant, pourquoi t'as encore une plus-value? Pourquoi ton regard d'expert? Pourquoi ton regard de l'historique du métier, du client, du projet, du produit? Pourquoi toi, t'apportes un truc en plus que l'IA n'apportera pas? Et en fait, le conseil QA, c'est ça, c'est des fois d'identifier les blocages, d'être capable de remettre à plat une stratégie de qualif qui a pas été. Alors, déjà, si elle existe et qu'elle a été écrite, tu as déjà la moitié du boulot qui est fait. Par contre, des fois, elle a été écrite en juin 2012. Et là, tu te dis, mais en fait, tout a évolué, le... Tu souris, mais t'as connu ça. Oui. C'est dans la tête des gens, mais les gens, ils ont pas tous la même chose dans la tête. On en vient là, quoi. Ou alors, c'est dans la tête du mec qui est parti en retraite il y a 2 ans. Ah, dommage. Ah, et on peut pas le rappeler parce qu'il est en retraite. J'ai vu ça sur des règles de gestion, tu vois, dans le monde de la banque ou de l'assurance, avec des systèmes legacy que tu dois migrer. Ouais. Tu dis, ah ouais, mais ça, c'est spécifique à ce contrat. Tu vois, souvent, quand tu as des contrats entreprises, C'est ça. ils ont pas de limite de temps, en fait. Donc, il y a des contrats, en fait, ils ont 40 ans. Et en fait, Michel qui est parti à la retraite l'année dernière, c'était lui qui connaissait le cas d'usage. Et donc, tu te retrouves à faire du rétro-engineering où c'est le code qui fait foi. Et puis, il faut décortiquer la doc. Il faut le code. Ah, Ça va pas être commenté, ça. mais tu vois, moi, j'ai vu des boîtes dans ces systèmes-là qui mettaient de l'argent sur la table et qui disaient, il y a des contrats, on va les faire arrêter, on va aller voir les entreprises, on va mettre, je sais pas, 1 million sur la table pour dédommager nos clients, pour dire ce contrat, il va s'arrêter, il va falloir passer là-dessus. Parce qu'en fait, le coût de migration et de maintenance, il est trop cher pour le nouveau système. Tu vois, que sur 1 million, va te coûter peut-être 10 millions à terme, tu vois, globalement. C'est ça? Non, À terme. Donc, en fait, c'est du risque financier, en fait, à gérer dessus. Et ça, tu vois, il se trouve que c'est intéressant dans les retours terrain. Tu dis,
En fait, la qualité, c'est un tout. C'est pas juste vos specs, vos machins, c'est comment le projet il est géré, quels choix et quels arbitrages ils sont faits, bien avant qu'il y ait une seule ligne de code. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on fait en permanence. On fait de la gestion des risques. Gestion des risques, gestion des C'est exactement ça. pas le produit, c'est les humains, c'est dans quel ordre, rien que ça, dans quel ordre on fait les choses. Juste poser les bases. Moi j'ai vu des. Qui est le honneur de cette tâche-là? C'est ça. Des fois, je suis étonné que chacun pense que c'est l'un ou l'autre qui doit le faire et qu'ils sont. Mais Ils n'ont pas la même équipe ou la même personne dessus. c'est ça. Et je suis dit, attends, vous êtes une équipe de 10, vous n'êtes pas mis d'accord là-dessus? Parce que Moi j'ai déjà eu ça. c'était tellement évident que c'était pas évident. Et, moi, et tu sais, quand tu fais, moi j'ai eu des missions test manager où, alors on en parlait, mais moi j'ai eu des missions test manager où des fois tu arrives et tu sais qu'il y a déjà le feu. Et tu sais que tu arrives en mode pompier et tu n'arrives pas en mode, bon, on va se poser, on a quelques mois devant nous, on va monter en compétences. Tu arrives et il y a déjà le feu et tu arrives en mode. Et moi j'étais un expert sur ça, sur le côté, ok, si vraiment toute la baraque est en feu, en qualité, bien sûr, hein, je parle pas physiquement, mais si en qualité la baraque elle est en feu, moi je suis intervenu sur des projets comme ça où on me disait non non mais là il faut que tu sois opérationnel dans 5 minutes. Et en fait, tu regardes, tu mets en place deux trois trucs, deux trois manières de peut-être gérer les. Je le vois souvent sur la gestion des défauts. Et tu vois, si tu as plusieurs équipes, tu as un défaut qui va commencer à faire ping-pong. C'est pas chez moi, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Et en fait, tu dis mais ok, donc en fait à un moment tu prends les deux mecs, tu les mets autour d'une table, qui non, c'est un peu chez toi et un peu chez toi. Oui. Bon Il bah y en a un qui faites-le va à prendre deux, la en fait. responsabilité de creuser, c'est ça. C'est ça, tu dis bah faites-le à deux. Vous vous mettez un quart d'heure autour de la table, dans un quart d'heure c'est fini, et je veux plus en entendre parler. Et là, ils font ah ouais bah bon attends je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait c'est ça, moi j'adore revenir justement refaire le côté test manager, le côté revenir remettre les mains dedans. Euh, de Ça permet aussi de d'accompagner les juniors parce que tu pars d'une enfin on parle de pair programming ou de pair testing maintenant où tu mets un junior et un senior côte à côte. C'est ce qu'ils font dans les écoles Montessori, hein. Ils mettent les petits, les moyens et les grands dans la même classe. Et moi, j'avais demandé au début, j'avais dit, mais pourquoi vous mettez plusieurs niveaux comme ça? Et en fait, les petits, ils veulent faire comme les grands. Donc ils boostent. Et les grands, comme ils savent expliquer aux petits, en fait, ils ont forcément compris. Et des fois, le fait de verbaliser, tiens, il y a tel, t'as jamais eu ça, toi, avec des automaticiens qui venaient, qui te donnaient des problèmes qui étaient 100% techniques et où tu comprenais pas forcément, comment l'aider. Et en fait, simplement, le rôle de chef de projet testing, test manager, ou conseil QA, ou coach QA, appelle ça comme tu veux, c'est simplement, des fois, de dire, OK, explique-moi ton problème. Et en fait, tu forces la personne à le verbaliser. Et des fois, il t'amène la question et la réponse en même temps. Et si c'est très technique, t'as compris ni la question ni la réponse, mais tu l'as quand même aidé parce qu'il repart. Ça m'arrive souvent en mentorat, c'est que les gens, ils expriment le besoin et moi, je pose juste la question et Mmh. la réponse arrive et les gens, ils te remercient pour la solution. En fait, c'est toi qui l'as trouvé, c'est T'es pas venu moi. avec, Moi, j'ai juste fait le catalyseur pour le faire, mais c'est souvent ça. C'est souvent, des fois, tu as la réponse en toi, tu le sais pas encore. c'est Mais ça. parce que tu n'as pas l'expérience ou tu es trop dans le run, tu n'as pas pris le temps de poser ton cerveau. C'est aussi ça. Et c'est ça. Et en fait, quand sur des stratégies de qualif, ou sur des plans de test, ou des politiques de test, plus ou moins haut niveau, ça dépend. Que si t'es sur une toute petite PME, parce que moi j'aime bien les petites boîtes parce que j'ai pu accompagner un mec qui avait une toute petite appli, il y avait 5 écrans sur son appli et en fait, c'est aussi challengeant que quand tu accompagnes une très très grosse entreprise où il y a 40 000 personnes. Ou, en ce moment, je bosse avec des projets où ils sont 75 000. Et en fait, c'est pas les mêmes rapports, c'est pas les mêmes rapports humains, c'est pas les mêmes rapports sur le côté réaliste de la trajectoire aussi, hein. Des fois, la petite startup, ils te disent non, mais nous, on veut aller par petites étapes, on veut aller là, là et là. En fait, toi, tu les accompagnes en disant, OK, bah, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas bon. Et en fait, juste, tu les guides et c'est parfait. Et des fois, tu as des très grosses boîtes qui te disent non, mais on veut aller là. Et tu fais, bah non, en fait, vous pouvez pas. C'est ou pas maintenant, ou pas tout de suite, ou pas dans un mois, ou enfin. Et il faut être capable de. Moi, j'adore justement revenir sur le terrain. Pas des fois et puis des fois tu vois que il y a beaucoup de problèmes dans des entreprises qui sont communs et que tu as déjà vu par le passé.
t'as des Ils trucs. sont communs, mais la réponse que tu adresses, elle n'est pas forcément commune. Non, parce que tu vas t'adapter à la personne que tu as en face. À la personne, au contexte, à la culture, aux outillages, à tout ce qu'il y a. Sinon, ce serait facile, tout le monde répondrait copier-coller, on ferait la même chose et ça marcherait toujours. C'est pas le cas. Mais c'est parce qu'il y a pas de solution de test universelle. Il y a pas une baguette magique. Oui, Tu, c'est pas une moi, moi, c'est je ça. le dis en formation, hein, je suis pas Harry Potter, hein, je peux pas tu me dis, je peux pas te balancer un sort et te dire, bah voilà, tu fais ça et t'es sûr que t'auras aucun bug et voilà. Par contre, bah, Moi, j'ai une solution pour qu'il n'y ait pas de bug, mais tu c'est testes pas. radical. Ouais, tu Ah testes non, tu codes pas. Ah Si non, tu codes pas, tu testes pas, tu livres pas, il n'y a pas de bug. Mais tu crées pas de valeur. Voilà. Je dis que c'était radical, hein. j'avais plus en option, tu testes pas, il y a pas de ticket Jira. Et comme ça, c'est fait. Ouais, après, est-ce que tu te retrouves Voilà. Et ça a donné quoi, la prod? C'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de gens j'étais test leader, je pense, à l'époque. Et en fait, j'avais un directeur de projet qui me disait, ah non, non, surtout, quand il y a des bugs, tu le dis pas, tu dis rien, tu caches. Et moi, j'avais dit, bah non, moi j'ouvrais tous les bugs. J'appelais une copine en AMOA en lui disant, et alors j'ouvrais pas le bug parce que je respectais la consigne, mais j'ai le petit côté rebelle où je prenais le téléphone et j'appelais ma collègue qui était en AMOA et je lui disais juste, clique là, clique là, clique là, et je raccrochais. Donc elle avait cliqué 3 fois et 10 minutes après, elle ouvrait le bug. Et donc, je me souviens, ce directeur de projet, il avait appelé mon chef de l'époque et il lui avait dit, ouais, j'ai un problème avec Guillaume, il dit la vérité. Et mon chef lui a répondu, non, t'as pas un problème avec Guillaume. Guillaume, mais c'est pour un ça. problème avec la vérité? Un problème avec la vérité. Un problème avec la vérité. Et en fait, Guillaume, s'il voit un bug, son but, c'est de le créer, voilà. Et Ouais. justement, il va te donner une vraie photo. Il va te dire, Mais moi, c'est intéressant de voir, de comprendre pourquoi c'est. Des fois, c'est des choses psychologiques et des fois, c'est des choses organisationnelles. bien sûr. Tu vois, quand tu as une prime qui est basée sur des indicateurs totalement débiles comme le nombre de bugs, Ouais. il y a un moment donné, s'il y a un intérêt financier, tu fais en sorte que ça n'apparaisse pas. Et c'est le système qu'il faut modifier, mais c'est pas la façon de travailler au quotidien. Alors, Mais par contre, voilà, moi, ça peut arriver, hein. j'ai déjà essayé de négocier, de me faire payer 50 € le bug. Et en fait, c'est dommage parce que ils ont jamais voulu, mais sinon, Non, mais dans franchement, les contextes où il y a beaucoup de bugs, ouais, tu sais, mais tu as 20 € le bug mineur, 30 € le bug majeur et 50 € le bug bloquant. Franchement, alors, il y moi, a je pense certaines qu'il entreprises où y a un truc de dire, faut être payé au fait qu'il c'est de mieux en mieux payé s'il y a pas de bug, quasiment pas de bug en production. Je pense que ce c'est sûr, serait complètement. ce serait vraiment un bon variable, je pense. Mais c'est Oui. très compliqué. Surtout quand tu arrives avec des choses où tu as eu, 1000 bugs en 6 mois qui ont été ouverts entre, le run et le build. Je pense que ça peut être un vrai challenge, heu, pour pouvoir Ouais. y arriver, quoi. Moi, j'avais vu un challenge où les différentes équipes, donc tu remontais le nombre de bugs, et en fait, que ce soit le PO qui représentait la MOA ou la MOE, ils balançaient pas le même nombre de bugs. Et donc, en fait, ça faisait un peu selon la police, selon les manifestants. Et en fait, et en fait, rien que ça, des fois, juste d'être capable de dire, OK, les indicateurs, on va juste les centraliser et on va Ouais. vous les montrer en temps réel. Et on va vous montrer le filtre. Et voilà, moi, j'ai vu des gens me dire, ouais, pourquoi il y a autant de bugs bloquants? Et tout le truc, je dis, ouais, mais ceux-là, ils sont fermés depuis 2 ans, donc j'ai pas le temps, en fait. Oui, 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 c'est ça. Ou ils ont été ouverts il y a 2 ans, il y a personne qui les a traités, c'est pas si bloquant que ça. Et en fait, ce Mais qu'il faut, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est en fonction de l'organisation, de la gouvernance, de la politique, il faut appréhender tout ça. Et tu vois, moi, c'est des choses que je vois souvent quand je vais en audit, parce que j'arrive avec le regard extérieur et je me dis, ouais, là, il va falloir quand même faire un alignement et comprendre les forces en présence et ce qu'on veut pour pouvoir proposer des choses intéressantes. Mais ça, je pense qu'on en parlera dans le prochain épisode parce ouais, que c'est aussi ce que tu fais et j'aimerais bien voir ton regard là-dessus parce que c'est vraiment un truc, qui est pas si facile que ça à gérer après, en termes humains.
En route pour le prochain épisode alors. Eh ben, merci. Merci Guillaume. Merci à Super toi. intéressant cet épisode sur ta vue en pratico-pratique sur le quotidien en tant que QA. Reste avec nous pour le 5e et dernier épisode. Vous l'avez compris, on parlera d'audit QA. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.